Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo de la série sur l'analyse complexe. Alors aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on reprenne un petit peu les concepts de fonctions analytiques qu'on a vu la dernière fois, et en particulier, on va essayer de donner quelques exemples de fonctions analytiques, puisque finalement, on n'en a pas vu beaucoup. On a vu ce que c'était, on a vu que les polynômes, ça marchait bien, mais à part ça, on n'en connaît pas beaucoup, en fait, des fonctions analytiques. Alors, la meilleure manière de chercher des fonctions analytiques, c'est les séries entières. Bah oui, parce que, en fait, une fonction analytique, c'est rien d'autre qu'une fonction qui est développable en série entière au voisinage de tout point. Donc si on prend une fonction définie par une série entière, on peut s'attendre à ce que effectivement ça nous donne une fonction analytique. Bon, alors, je vais prendre donc, une suite de coefficients à n, qu'on peut supposer dans c puissance n, et je vais regarder donc la fonction f qui à z associe la somme pour n variant de 0 à plus l'infini des an z puissance n. Bon, alors évidemment, ça converge pas partout, hein. En fait, si on note R, le rayon de convergence de la série, donc le rayon de convergence de somme des an x puissance n, en fait, au sens même des séries entières réelles, comme vous avez pu le voir en cours, en fait, ça va converger dans le disque centré en 0. Alors oui, là j'ai pris une série entière centrée en 0, mais évidemment on aurait pu se décaler, hein, et de rayon R. Okay, donc on trace ce disque-là. Bon, mon centre n'est pas très centré, mais bon, vous avez saisi l'idée. Un disque de rayon R centré en 0. Et dans ce disque-là, ça va nous définir une fonction. Okay, donc une fonction f de z. Donc on a une fonction de notre disque dans le plan complexe. Donc ça, c'est en fait notre ouvert oméga, comme en utilisant la notation qu'on a utilisée la dernière fois. Alors, maintenant la question c'est, est-ce que ça nous donne bien une fonction analytique ? Si on prend une série entière qui converge donc dans son disque de convergence, est-ce que c'est bien une fonction analytique? Alors on a envie de dire, bah évidemment c'est une série entière, et une fonction analytique, sa définition c'est être une série entière. Sauf que le problème c'est que là, j'ai un développement en série entière autour de ce point. Maintenant, si je prends un autre point que je vais appeler Z0 par exemple, bah la question c'est, est-ce que j'ai un petit disque autour de Z0 où j'ai un développement en série entière? Et la réponse, évidemment vous en doutez, c'est oui. Et ce développement en série entière, on l'écrit en écrivant f de z plus z0 égale, on utilise le développement de f qu'on connaît, hein, somme pour n variant de 0 à plus l'infini des an z plus z0 puissance n, et on développe avec le binôme de manière très naturelle. Et on obtient ça. Et ici, on obtient donc k parmi n, zk, z0 puissance n-k. Donc après, on échange les deux sommes. Alors, l'échange des deux sommes, on va pouvoir le faire seulement si, en fait, z plus z0 est plus petit que r, strictement. Hein, parce que dans ce cas-là, on a les convergences absolues de toutes les séries considérées. Donc en fait les familles sont sommables, si vous voulez employer ce langage, et donc on peut échanger les sommes comme on veut. Okay, donc ça va marcher seulement si on prend z pas trop loin non plus. Hein. Ok, on échange tout, ça nous donne la somme pour k variant de 0 à plus l'infini. Ici on a notre zk, et ici on a la somme pour n variant de k à plus l'infini des an, k parmi n, et le z0 puissance n-k qui reste. Ok, donc ça nous donne notre coefficient Bn, si vous voulez, et ça nous donne donc un développement en série entière au voisinage de Z0, avec donc la condition Z plus Z0 strictement plus petit que R, et donc en fait, par une égalité triangulaire, on voit bien que en fait, le cercle qu'on aurait pu prendre ici, c'est tout ce cercle jusqu'au bord du grand cercle. Okay, donc on a un développement en série entière au voisinage de Z0 qui est valable dans tout ce cercle-là. Ouais. Oui, parce que si jamais donc le rayon de ce cercle, hein, c'est R moins module de Z0. Hein, et si on a module de Z plus petit que R moins module de Z0, en particulier, ça implique ça, par une égalité triangulaire. Je vous laisse vérifier, il n'y a rien de difficile. Ok, donc ça nous donne un bon moyen d'attraper des fonctions analytiques, finalement, qui est d'utiliser des séries entières. Bon alors, c'est super ça, parce que donc on sait qu'une fonction, une série entière, donc je vais écrire une série entière, est analytique dans son disque de convergence
Alors ce que j'appelle le disque de convergence, c'est le disque centré, bon ici en 0, et dont le rayon c'est le rayon de convergence. Okay, donc ça c'est un premier résultat super, puisque ça nous permet de construire énormément de fonctions analytiques en fait. Par exemple, si je pose f de z égale somme pour n variant de 0 à plus l'infini de z puissance n sur n factoriel, vous reconnaissez évidemment le développement en série entière de l'exponentielle, et ben ça c'est une fonction analytique. Et en fait, mieux que ça, on nous dit que c'était une fonction analytique dans son disque de convergence, mais le truc c'est que cette série-là, comme la n factorielle c'est beaucoup plus gros que toute croissance géométrique, bah, ce truc-là c'est carrément une fonction analytique sur tout C, puisque le disque de convergence il est de rayon infini ici. Donc bon, c'est très très bien ça, donc c'est une fonction qui est analytique partout, sur tout C, donc c'est ce qu'on appelle une fonction entière. On verra que ça a beaucoup d'intérêt plus tard, on étudiera les fonctions entières de manière assez industrielle. Et en fait, de la même manière, bah, le sinus, donc ça du coup, c'est ce qu'on appelle l'exponentielle complexe, exponentielle de z, on va écrire ça comme ça. De la même manière, si on définit sinus de z comme le développement en série entière dont on a l'habitude, finalement, donc ça fait z puissance 2n plus 1 sur 2n plus 1 factoriel, et il y a un moins 1 puissance n qui traîne. Bon ça, pareil, la factorielle est beaucoup plus grande que toute croissance géométrique, donc on a un rayon de croissance, un rayon de convergence infinie, et donc c'est aussi une fonction entière. Une fonction entière, c'est une fonction analytique sur tout le plan complexe. Bon alors là, on a trouvé des exemples de fonctions entières, donc de fonctions analytiques sur tout C, mais il y a aussi des fonctions analytiques seulement sur des morceaux de C. Par exemple, si on considère f de z égale, on va dire, cette chose-là, que vous allez reconnaître. Alors on va faire commencer à 1 plutôt, pour pas avoir de problème de division par 0, et ici on va mettre un moins 1 puissance n plus 1. Donc là, évidemment, vous aurez reconnu le développement en série entière du logarithme. Ça, on a un rayon de convergence R égale 1. Okay, donc ça nous définit une fonction analytique sur le disque de centre 0 et de rayon R égale 1. Okay, c'est une fonction analytique sur le disque de centre 0 et de rayon R égale 1. Et en fait, on va voir que on peut pas forcément aller beaucoup plus loin. Ou en tout cas, ça va poser des problèmes. Okay, bon, ça, c'est en fait c'est ce qu'on appelle le logarithme principal. Donc ça, c'est log de 1 plus z. Donc on verra beaucoup de fonctions logarithmes en fait. Le problème c'est qu'en analyse complexe, on a beaucoup de problèmes de définition. Avec le logarithme, on a des problèmes d'ensemble de définition. Là, on voit que la série entière naturelle pour définir le logarithme, elle converge pas partout en fait. Elle converge seulement sur un disque de rayon 1. Donc par exemple, elle permet pas de définir le logarithme sur tout R+, par exemple, enfin R+ étoile, comme on en a l'habitude. Donc il va falloir recourir à quelques astuces qu'on verra plus tard dans une vidéo dédiée au logarithme. Donc, les logarithmes complexes, il faut comprendre que c'est quelque chose d'un peu compliqué et un peu difficile à mettre en place, essentiellement parce que on a des séries entières qui convergent pas partout en fait. Voilà, donc très bien, ça c'est quelque chose de très intéressant de pouvoir construire facilement des fonctions analytiques juste en regardant des séries entières, comme on a pu le prouver. Et maintenant, évidemment, on a une série entière pour le log et une série entière pour l'exponentielle. Bon, on aimerait bien avoir exponentielle de log égale identité. Ouais. Évidemment, on a envie que ce soit vrai, ça. Alors, c'est vrai. Évidemment, c'est vrai, mais c'est pas évident non plus. Alors déjà, on sait que si j'écris exponentielle de log de 1 plus x, ça c'est 1 plus x, si x est réel, et donc ça va être moins 1 ouvert et 1 ouvert. Ça c'est juste, c'est l'analyse réelle qui nous le donne, c'est toutes les définitions du logarithme et de l'exponentielle que vous avez pu voir, ça se passe très bien, c'est exactement ce qu'on veut. Donc du coup, si je prends mes fonctions exp et ma fonction log, que j'ai vue tout à l'heure, on a cette égalité-là, si x est réel, et dans moins 1, 1. Donc ça,
c'est une fonction analytique, hein. C'est la composée de deux fonctions analytiques. Je vous laisse vérifier que la sommation se passe bien et que la composée de deux fonctions analytiques reste analytique, hein, mais ça c'est vrai. C'est pas spécialement difficile à trouver. Ça c'est une fonction analytique aussi, et on a que ces deux fonctions sont égales sur un ensemble assez gros quand même, donc sur un -1 ouvert. On pourrait espérer que ça suffise. Parce que bon, je vous rappelle que si on connaissait une fonction analytique sur un petit cercle, on avait vu la dernière fois qu'on la connaissait partout dans le disque. Donc les fonctions analytiques, c'est des choses très rigides, et manifestement la connaissance d'une fonction analytique localement permet parfois de la reconstruire entièrement. Donc là, on peut espérer que cette chose-là suffise en fait à montrer que cette égalité reste vraie pour x en remplaçant x par un z complexe. Okay, alors c'est vrai, on va voir ça tout de suite. Et donc je vais récapituler un petit peu. On a exp log de 1 plus x égale 1 plus x si x est réel. Et la question c'est, peut-on en déduire que exp de log de 1 plus z égale 1 plus z, si z est pas forcément réel. Et on va supposer quand même que z est bien dans le disque de convergence de cette série-là. Alors, c'est vrai. Et en fait, plus généralement, si on prend f et g des fonctions analytiques, et A un ensemble, donc un sous-ensemble A, on va dire sous-ensemble de oméga, où on va dire f va de oméga dans C, hein, et g va aussi de oméga dans C. Okay. Maintenant la question c'est si f restreinte à A est égal à g restreinte à A, alors est-ce qu'on a f égale g? Donc ça évidemment ça va dépendre de A. Donc si deux fonctions analytiques coïncident sur un ensemble A, est-ce qu'elles sont égales? Okay. Moi ça va dépendre de l'ensemble A évidemment. Donc je peux prendre un ensemble A comme ça peut être un peu n'importe quoi. Hein. Maintenant j'ai deux fonctions analytiques qui vont de mon ensemble oméga dans C, et on suppose qu'elles coïncident sur cet ensemble A. Elles prennent exactement les mêmes valeurs sur cet ensemble A, elles sont égales sur cet ensemble A si vous voulez. Est-ce qu'on peut en déduire qu'elles sont égales sur tout oméga? Alors je vais donner une condition suffisante pour que ça marche. Ça va être la notion de point d'accumulation qu'on va utiliser. Alors, on dit que Z0 dans A est un point d'accumulation donc sous-entendu de A, hein, si il existe une suite Zn telle que Zn tend vers 0, tend vers Z0, et Zn différente de Z0 hein, quand même, donc une vraie suite différente de Z0 qui tend vers Z0, et à valeur dans A, évidemment. Donc si je fais un petit dessin, je reprends mon ensemble oméga, mon ouvert oméga, et en rouge je mets les points de A, ça peut être un peu n'importe quoi, ok. Et ce point-là est un point d'accumulation parce que là j'ai une suite qui tend vers ce point et qui est coloriée en rouge, c'est-à-dire est dans A. A c'est les points rouges. Donc ce point-là, c'est bien un point d'accumulation de A. Je vais noter ça comme ça, ACK de A, point d'accumulation de A. Donc en fait c'est un point dans A, tel qu'on ait d'autres points de A arbitrairement proches, finalement. C'est un point d'accumulation. Ok. Donc ça c'est la bonne notion en fait pour déduire de l'égalité sur un sous-ensemble l'égalité de deux fonctions analytiques. Okay. Alors je prends donc f, g qui vont de oméga dans C et qui sont analytiques, et on suppose que f restreinte à A est égal à G restreinte à A, c'est-à-dire f et G sont égales sur A si vous voulez, et avec A à un point d'accumulation qu'on va appeler peu importe Z0. Ok. Alors
et ben automatiquement on a f égale g. Donc voilà, c'est ce que je disais sur la rigidité des fonctions analytiques, c'est que pour que deux fonctions analytiques soient égales, en fait il suffit qu'elles soient égales sur un ensemble assez gros, et après en fait de toute façon on peut reconstruire les fonctions analytiques à partir d'un ensemble plus petit. Donc ça, ce théorème, c'est ce qu'on appelle donc le théorème des zéros isolés. Alors ça s'appelle comme ça parce que en fait, ça dit que si une fonction analytique est non nulle, alors c'est zéro, donc les points où elle s'annule sont isolés. C'est-à-dire l'ensemble des zéros n'a pas de point d'accumulation. Okay, c'est exactement la même chose que cet énoncé où vous remplacez f et g par juste f moins g et 0. Okay, donc on va montrer ce théorème-là. Alors, évidemment, quitte à prendre f moins g, on peut se ramener au cas où g égale 0, par exemple. Parce que montrer que f égale g, c'est la même chose que montrer que f moins g égale 0. Okay, donc je vais supposer f égale 0, et on suppose que f est nul sur A. Okay, f est nul sur A, et on veut montrer que f égale 0 sur tout oméga. Ah oui, et juste, petite hypothèse en plus que j'ai oublié de préciser sur le théorème des zéros isolés, il faut qu'oméga soit connexe. Ça veut dire en un seul morceau. Ça veut dire si je prends 2 points, en gros je peux les relier, okay, par un chemin continu. Enfin ça c'est la connexité par arc, mais ici ça revient exactement au même. Okay. Donc reprenons notre preuve, on suppose que f est nul sur A, et on veut montrer qu'elle est nulle tout court. Voilà, faisons un petit dessin. Ok. Par hypothèse, on a un point d'accumulation dans A, qu'on va appeler Z0, et donc on a une suite de points qui tend vers Z0 et qui est dans A, mais il y a peut-être aussi d'autres points dans A, peu importe, à la limite on s'en fiche. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, on peut commencer par essayer de développer en série entière f au voisinage de Z0. C'est à peu près le plus simple qu'on puisse faire. Et donc, ça on obtient n égale 0 à plus l'infini des an z puissance n, pour donc un z assez petit, on va dire inférieur à un certain rayon R, peu importe. Et donc ça devrait suffire à montrer que f est nul. Alors on suppose qu'on a des points de A aussi proches qu'on veut aussi proches qu'on veut de Z0 dans A. Okay, donc on prend notre suite, on va dire zk qui est supérieur ou égal à 1 dans A puissance n étoile, donc une suite, ok, telle que zk tend vers z0, ok, et elle stationne pas à z0, donc on va supposer zk différente de z0, ok. Alors, regardons f de zk, ok. F de zk, donc c'est f de, on va l'écrire avec sa série entière, donc on va être obligé de faire comme ça. Ok, et pour k assez grand, ce truc-là c'est plus petit que r, donc on peut bien utiliser le développement en série entière. Ok, donc ça donne somme pour n variant de 0 à plus l'infini des an zk moins z0 à la puissance n. Ok, mais ça, comme zk est dans A, ça nous assure que ça c'est nul. Okay, donc cette série entière là, elle est nulle pour tous ces zk là. Alors, par exemple, si on fait tendre zk si on fait tendre k vers l'infini, on obtient 0 égale à 0 en fait, parce que chacun des termes va tendre vers 0 à l'infini, et donc on a bien ce qu'on veut. Donc en fait le premier coefficient il est forcément nul. Ça juste j'ai fait k tend vers plus l'infini, et ça nous donne juste en fait il reste juste à 0. Chacun des autres termes tend vers 0. Évidemment il y a encore une convergence dominée que je rédige pas, je vous laisse ça en exercice. Donc ça nous dit déjà que le premier coefficient est nul. En fait tous les autres sont nuls. Donc on va supposer par l'absurde qu'il y en a un non nul. AP différent de 0, et on prend P minimal. Ok. Du coup, cette série entière, on peut la réécrire 0 égale somme pour n variant de P à plus l'infini des AP, des AN ZK moins Z0 puissance n. Ok. Là, je divise tout par ZK moins Z0 à la puissance P.
Et donc on obtient somme pour n varie 1 de p à plus l'infini, d à n. Ici on a zk moins z0 à la puissance n moins p. Okay, à nouveau je fais tendre k vers l'infini. Et bah, cette fois-ci le seul terme qui reste c'est ap. Puisque tous les autres tendent vers 0, encore une fois il y a une convergence dominée que j'explicite pas. Et donc en fait on a ap égale 0. Et donc ça contredit l'hypothèse qu'on avait faite là. Ok, donc finalement an c'est la suite nulle. Ok, bon bah ça c'est super parce que ça nous dit déjà que bah, sur un petit voisinage de Z0, en fait f va être nul. Oui, parce qu'on a supposé, donc on a pris notre ouvert oméga, je refais le dessin rapidement, on a pris un Z0 et on a un développement en série entière au voisinage de Z0. Ok, et on a vu que bah, les coefficients de ce développement, c'est les AN, ils sont nuls. Okay, donc pour Z assez petit, on a f de z plus z0 qui va être égal à bah, la somme, donc ça c'est juste le développement en série entière que j'écris, des an z puissance n, mais le an c'est 0, donc ça c'est 0. Okay. Donc en fait f est nul déjà sur tout un petit cercle. Donc on a vachement renforcé l'hypothèse qu'on avait. Nous on supposait que f était nul sur un point d'accumulation, enfin sur un ensemble qui possède un point d'accumulation, pardon, et là on obtient que f est nul sur carrément tout un petit cercle. Donc je récapitule où on en était. On avait montré que f est nul sur le cercle de centre Z0 et de rayon R, okay, avec un R strictement positif, et on veut montrer que f est nul sur oméga. Donc bah, on va prendre Z1 appartient à oméga, et on veut montrer que f est nul en Z1. Donc pour ça, bah, ça va être le moment où il va falloir utiliser le fait que oméga est quand même en un seul morceau, c'est-à-dire connexe, ou connexe par arc, et donc on va prendre naturellement un petit chemin continu gamma qui va de Z0 à Z1. Donc on prend gamma, c'est une fonction continue de 0, 1 dans oméga, telle que gamma de 0 égale Z0 et gamma de 1 égale Z1. Okay, et on aimerait bien donc montrer que bah, f rond gamma est nul en 1. Donc c'est ça qu'on veut montrer, hein, puisque ça se montrerait que f de Z1 vaut 0. Bon bah alors, on va regarder B, c'est l'ensemble des T dans 0, 1, tel que f rond gamma restreinte à on va dire 0 T soit nul. Okay, donc c'est l'ensemble des T tel que partout avant f s'annule. Partout avant dans le chemin f s'annule. Okay, on va regarder le sup de B. Alors, ce que ça veut dire, c'est que si par exemple mon bêta est ici, on va dire, ce que ça veut dire, c'est que partout avant, sur tout ce chemin-là, f est nul. Okay, le fait que f soit nul au voisinage de Z0, ça nous donne que bêta est strictement positif. Hein, puisque bah, ici, bah, f est nul partout avant. Okay, donc bêta est forcément plus loin que ce point-là. Ok, donc on va prendre notre bêta ici. Bon bah comme on a gamma de, enfin f de gamma de t égale 0 si t est strictement inférieur à bêta, on fait tendre ça vers, on fait tendre t vers bêta et on obtient que f de gamma de bêta égale 0, hein, évidemment. Donc j'utilise la continuité de f et de gamma. Donc ici en fait ce point-là, il est rouge aussi. Hein. Donc les points rouges, c'est les points où f s'annule. On veut montrer que tout l'ensemble est rouge. Ok, mais on a vu que si on avait un point d'accumulation de l'ensemble des zéros, bah exactement comme on a fait tout à l'heure, on peut trouver un petit cercle autour de bêta, où c'est 0 aussi. Et je rappelle l'argument, c'est juste de considérer le développement en série entière de la fonction f au voisinage de bêta, et de remarquer que tous les coefficients sont nuls à cause du fait qu'il y a des points rouges très très proches. Il y a des points où f s'annule très très proche. Donc en fait, on a une petite boule autour de bêta où f continue d'être nul. Ok, mais donc ça veut dire que ici, sur ce petit bout du chemin là, bah, f est toujours nul. Et donc en fait, ça contredit le fait que bêta est le sup si jamais bêta n'est pas Z1. Donc je précise ça. Si bêta est strictement inférieur à Z1, on a f de z égale 0
sur un voisinage de gamma de bêta. Donc ça c'est l'argument de tout à l'heure qui nous le donne. Hein. On a vu qu'il y avait des points où ça valait 0 aussi proche qu'on veut de bêta, donc le développement en série entière doit être nul, donc c'est nul au voisinage de bêta. Ok, c'est l'argument précédent. Et ça, ça dit donc que pour epsilon assez petit, on a f rang gamma de bêta plus epsilon égale 0. Et ça c'est absurde. Parce que bêta c'est le sub de l'ensemble des éléments pour lesquels f rang gamma est nul avant cet élément. Et là on arrive à étendre un petit peu la nullité de f un petit peu à droite de bêta. Et donc ça termine le théorème. Hein, ça montre que f de z1 égale 0, donc f égale 0 sur tout l'ensemble oméga. Voilà, on arrive au bout de ce théorème un peu difficile, je vous l'accorde. Et donc on a montré que si f, g vont de oméga dans C avec f égale g sur, donc voilà, on va dire f restreinte à A égale g restreinte à A, où A est un sous-ensemble de oméga qui a un point d'accumulation, alors f égale g. Et ça, c'est le fameux théorème des zéros isolés. Donc encore une fois, il s'appelle les zéros isolés parce que si on regarde f moins g, c'est la même chose que de dire que les zéros de f moins g sont isolés si jamais f moins g est non nul. Okay. Donc ça, c'est un théorème très très important en analyse complexe. Et alors, pourquoi on avait ça? Pourquoi on a fait ça au départ? On voulait cette identité-là en fait pour z. Et là en fait c'est gagné puisque on a ça vrai si z est réel, ok. Bon l'ensemble, on va dire moins 1 quand même. Bon cet ensemble-là, il a clairement un point d'accumulation. Hein. Il n'y a aucune difficulté là-dessus. Par exemple 0, c'est un point d'accumulation, ok. Et ces deux fonctions-là, c'est analytique. Et ça, c'est analytique aussi. Donc on a deux fonctions analytiques, exprend log et ce truc affine là, qui coïncident sur un ensemble qui a un point d'accumulation. Donc forcément, on a pour tout z dans le disque de centre 0 et de rayon 1, on a exprend log de 1 plus z égale 1 plus z. Et ça, c'est par le théorème des zéros isolés. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. La prochaine fois, on s'attaquera à la valeur du rayon de convergence et comment le calculer. À bientôt.